Avertissement. À la différence des Occidentaux, pour qui le prénom se place avant le nom de famille, plusieurs pays d'Asie, tels que le Japon, la Chine, les deux Corées, placent le nom avant le prénom. Exemple, Tojo Hideki au lieu de Hideki Tojo. Le présent ouvrage se propose de respecter cet usage. Par ailleurs, les patronymes chinois sont formulés, dans le présent ouvrage, en chinois simplifié. Exemple, Mao Tse-tung en lieu et place de Mao Zedong. Les éditions Siegfried, avec l'aimable autorisation des éditions Talendier, présentent La guerre du Pacifique, tome 1, 1941-1943, de Nicolas Bernard, lu par André Nerman. Introduction. 7 décembre 1941. Partout, la guerre règne. L'Europe plie sous la loi de Hitler. Mais la Grande-Bretagne tient toujours et lui dispute le contrôle de l'Atlantique et de l'Afrique du Nord. Agressée 6 mois auparavant, l'URSS vient de stopper la Wehrmacht devant Moscou. L'épisode est décisif. Les rêves d'espace vital qui peuplent la pensée de Hitler s'évanouissent dans le sang et le froid. L'armée allemande est désormais prisonnière d'un bourbier qui, à terme, causera sa perte. La guerre, les guerres. Car on s'entretue aussi en Asie. Depuis plus de 4 années, l'Empire japonais tente vainement d'écraser la Chine. Or, ce conflit régional est parallèle à la guerre européenne. Malgré l'intérêt que lui portent les grandes puissances, il ne s'y mêle pas. États-Unis, Angleterre et URSS ne tiennent nullement à s'encombrer d'hostilités avec Tokyo, alors qu'au contraire, l'Allemagne y pousse le plus possible. Ce 7 décembre, ces deux incendies n'en forment plus qu'un. L'événement qui les réunit prend place au cœur de l'océan Pacifique, dans l'environnement paradisiaque des îles Hawaï. Peu avant 8 heures du matin, horaire local, une armada aérienne japonaise, lâchée par 6 porte-avions, bombarde la base américaine de Pearl Harbor. Cet assaut inouï plonge l'Amérique dans la guerre. Le jour même, c'est toute l'Asie du Sud-Est qui se trouve sous le feu des armées nippones. Désormais, 2 conflits simultanés se conjuguent au singulier. À cette date, la Seconde Guerre mondiale mérite absolument son titre. Pour le Japon, comme pour l'Allemagne, elle s'achèvera par un désastre. Vaincu sur tous les fronts, réduit à l'état de ruine, pris entre le feu nucléaire américain et les chars soviétiques, l'Empire du Soleil levant se rend, presque sans condition, au cours de l'été 1945. Son effondrement libère une vague indépendantiste qui balaie les empires coloniaux d'Asie. Très vite, de nouvelles guerres, décolonisatrices et ou fratricides, succèdent à une guerre planétaire qui, dans cette région du globe, a déjà causé plusieurs dizaines de millions de morts, majoritairement chinois. Comme l'atteste ce dernier bilan, le conflit ayant opposé le Japon au reste du monde n'a rien d'insignifiant. Il a ravagé les espaces asiatiques et a mis aux prises d'immenses flottes sur le plus grand océan du monde. Quoique le Japon impérial, on le verra, est obéi à une logique expansionniste différente de l'Allemagne hitlérienne, les hostilités qu'il a allumées ont profondément interagi avec les événements du théâtre occidental, tant dans leurs origines que dans leur déroulement et leur conclusion. Et s'il est vrai que, pour un occidental, la lutte contre Hitler apparaissait, et apparaît encore, prioritaire,
il est loin d'être certain qu'un ressortissant asiatique tienne le même discours. Pour les Chinois, la lutte contre le Japon était un combat pour la vie, la guerre de résistance, tandis que les peuples colonisés, tant par le Japon, Corée, Taïwan, que par l'Occident, Asie du Sud-Est, ont vu dans cette conflagration l'opportunité de prendre en main leur propre destinée. Malgré son ampleur et son legs mémoriel, un tel conflit demeure méconnu, tant en Occident qu'en Asie elle-même, comme en témoignent les polémiques qui, depuis un quart de siècle, intéressent surtout les crimes du Japon en guerre, colonialisme, agression extérieure, massacre, travail forcé, esclavagisme sexuel. Sa qualification elle-même n'est pas neutre. L'expression la plus répandue, guerre du Pacifique, le réduit à un duel opposant l'Amérique au Japon, en laissant dans l'ombre les très nombreux autres belligérants, dont la Chine. Mais faut-il lui préférer la notion de guerre de la Grande Asie orientale, inventée par la dictature nippone peu après Pearl Harbor et reprise depuis par les milieux d'extrême droite japonais? Le concept de guerre d'Asie et du Pacifique, plus fidèle à la réalité géographique et politique des événements, semble assurément plus pertinent, mais a été critiqué pour son imprécision, notamment chronologique, si bien que certains historiens, surtout japonais, usent des termes « guerre de 15 ans » pour désigner la période qui court de l'invasion nippone de la Mandchourie en 1931 à la capitulation de 1945. Toutefois, cette dernière proposition est tout aussi problématique, car elle intéresse une autre incertitude liée à l'analyse de cette guerre, à savoir son bornage chronologique. L'affaire débutée par le coup de force de 1931 y inclut certes sa dimension asiatique, mais n'échappe pas à la critique. N'est-ce pas démesurément allonger le conflit, y inclure artificiellement des contextes, des phénomènes, des faits différents? D'ailleurs, pourquoi ne pas démarrer plus tard, en 1937, date de l'invasion de la Chine, ou plutôt, par exemple à la fin des années 1920, comme l'a fait le ministère public américain lors du procès des criminels de guerre de Tokyo, pour qui la conspiration japonaise contre la paix aurait pris figure cette année-là, ou alors pour tenir compte de la dégradation des relations sino-japonaises. D'aucuns suggèrent même de remonter jusqu'à 1904, date d'agression de la Russie par le Japon, voire 1894, première agression de la Chine par le Japon, ou même 1853, lorsque l'Amérique a, de force, obligé l'archipel nippon à s'ouvrir au monde et à se placer provisoirement sous la dépendance des Occidentaux, ce qui revient à traiter l'expansion japonaise de la seconde moitié du XIXe siècle à la Seconde Guerre mondiale comme un bloc. Quant à faire de 1945 le terme des hostilités, n'est-ce pas omettre que sortir d'une guerre ne s'effectue pas du jour au lendemain? Au-delà de ces difficultés à qualifier pareil conflit, un constat s'impose. Il n'en existe pas, à ce jour, de synthèse destinée à un public occidental, plus précisément français. Les récits anglo-saxons, de la vaste saga de Samuel E. Morison à celle, plus dispersée, d'H.P. Wilmot, ne traitent que de la lutte entre les États-Unis et le Japon. Les très rares ouvrages existant en français, qu'ils correspondent à des traductions ou émanent d'auteurs hexagonaux tels que Marcel Juglaris ou Bernard Millot, connaissent le même travers, et malgré leur qualité apparaissent singulièrement datés. D'autres théâtres d'opération, tels que la Chine, la Birmanie, l'Asie du Nord-Est, en sont quelque peu négligés. La dimension culturelle de la guerre, marquée par un racisme réciproque, pourtant mis en lumière par divers historiens tels que Christopher Thorne ou John Dower, depuis une quarantaine d'années, n'y est guère abordée. Les peuples, leur vécu, leurs attentes, leurs souffrances, leurs mémoires, n'y apparaissent que comme figurants. Le présent ouvrage s'emploiera à s'extraire de ce cadre, à dépasser la chronique des opérations, indispensable, pour replonger dans le tumulte d'une époque où l'histoire va si vite qu'elle bouleverse maintes destinées individuelles et nationales.
à revenir sur le dialogue manqué entre puissances, nourri d'erreurs de calcul et de décisions controversées, à s'attarder également sur l'objet et l'enjeu de la guerre, à savoir l'Asie elle-même, si méconnue des récits de la période, alors qu'elle connaît, notamment en Chine, des heures décisives, et à se repencher sur une problématique souvent négligée, bien qu'elle ait fait partie des réalités de ce temps, à savoir le colonialisme. Différence majeure avec la libération de l'Europe, en effet, la majorité des peuples d'Asie du Sud-Est étaient propriétés de la Grande-Bretagne, de la France et des Pays-Bas, avant de tomber aux mains des Japonais. Les États-Unis réfléchissaient à leur émancipation, et les intéressés, les colonisés eux-mêmes, entrevoyaient l'indépendance selon un calendrier et des modalités bien différentes. Ces aspirations, ces errements, ont lourdement pesé sur la stratégie des uns et des autres, parfois de manière méconnue, voire imprévue, et ont sculpté le visage de l'Asie. Ajoutons que ce livre revêt une autre ambition. Il s'agit non pas seulement de moderniser notre approche de ce conflit ou d'en réfuter diverses légendes, militaires ou autres, mais également de combattre plusieurs clichés bien ancrés dans les mentalités occidentales. Le Japon, en effet, reste la cible de stéréotypes qui, après avoir façonné la stratégie de ses adversaires pendant la Seconde Guerre mondiale, ont ensuite imprégné, voire imprègnent encore, notre vision des événements. Ses dirigeants, ses armées, son peuple, auraient été davantage qu'un pays, un véritable bloc, peuplé d'êtres étranges, écrasés par l'esprit de groupe, à la fois sauvage et esthète, voyez les kamikazes, violents, fanatiques et hypocrites par essence, entraînés autant par la fatalité que par eux-mêmes sur la pente de la tyrannie et de la guerre. On verra qu'il n'en est rien, que l'Empire du Soleil Levant a, comme les autres belligérants, connu des tensions intérieures que ses ennemis, en temps de guerre, n'ont toutefois pas exploitées ou trop tardivement. Des deux côtés de la ligne de front, c'est hélas le carnage qui a occupé les esprits et mobilisé les intelligences. Première partie. Vers la guerre. Chapitre 1er. Nous découvrons à cette heure le péril jaune. 1853. L'Amérique force le Japon à s'ouvrir au monde. 1868. Le Japon se débarrasse du shogunat et se modernise à toute vapeur. 1895. Le Japon arrache à la Chine voisine les îles Taïwan et Pescadores. 1905. Le Japon vainc la Russie et s'implante en Mandchourie. 1910. Le Japon annexe la Corée. 1914. Le Japon se rend maître des territoires allemands en Asie et dans le Pacifique. 1915. Le Japon cherche à imposer ses 21 demandes à la Chine. 1918. Le Japon, pour 4 ans, envoie une armée en Sibérie. 1931. Le Japon s'empare de la Mandchourie. 1932-1936. Le Japon étend son influence en Chine du Nord. 1937. Le Japon envahit la Chine. 1940-1941. Le Japon s'établit en Indochine française. 1941. Le Japon bombarde les îles Hawaï et s'attaque à l'Asie du Sud-Est. À lire cette chronologie, Pearl Harbor donne parfois l'impression d'être la résultante d'un processus de collision entre l'Empire du Soleil Levant et les États-Unis. La guerre du Pacifique, dans cette logique, ne serait que le dernier acte d'une tragédie prenant sa source dans la seconde moitié du XIXe siècle, lors de l'ouverture forcée du Japon au monde. De nation médiévale, le Japon se serait du jour au lendemain transformé en machine de guerre fanatisée, ne s'accomplissant que dans la violence et la conquête, jusqu'à s'attaquer à l'Amérique. Son expansion ferait penser au blob, ce fameux monstre de science-fiction dont l'unique raison d'être est d'incurgiter l'humanité et qui ne cesse de s'agrandir à chaque repas. Pareille thèse n'est pas seulement le produit de clichés occidentaux sur le Japon. Dans le quart de siècle ayant suivi la guerre, une historiographie japonaise marquée à gauche a traité le Japon impérial comme un tout.
L'impérialisme, le despotisme et le capitalisme auraient caractérisé la politique des castes dirigeantes dès le début de l'ère Meiji, du nom de l'empereur au pouvoir de 1868 à 1912, avant d'accoucher, au cours des années 1930, d'un régime fasciste et de la guerre. Bref, comme l'écrit Michel Vier, s'est dessinée une tendance à chercher l'origine de la guerre, non pas dans un rapport entre les transformations du milieu international et l'évolution interne du Japon, mais dans la fatalité d'un impérialisme qu'on disait issu d'une contradiction entre l'État et les forces populaires. Cette lecture, si fréquente qu'elle soit, est problématique à 2 titres. D'abord, au regard de l'histoire du Japon, dans la mesure où cette image d'un fleuve impétueux a été réfutée, sinon nuancée par les études ultérieures, lesquelles ont montré que le cours d'eau avait suivi bien des méandres, connu bien des caprices, traversé des époques et des régions bien différentes avant son embouchure. Ensuite, parce qu'une interprétation fataliste des origines de la guerre du Pacifique commet l'impair de centrer l'intrigue sur les relations américano-japonaises aux dépens d'une vision plus globale de l'engrenage à l'échelle mondiale et surtout asiatique. Si l'expansion domine la politique étrangère du Japon depuis son accès à la modernisation, elle s'effectue par à-coups et opportunisme, obéit à des motifs contradictoires, à des rivalités de courants, à des crises successives, à des initiatives isolées ou à des stratégies de cabinet, à l'activisme des uns et au silence des autres, et surtout à des contextes nationaux et internationaux différents, de l'apogée du colonialisme à l'émergence des États-Unis, de l'affaissement de l'Europe lors de la Première Guerre mondiale au triomphe des fascismes. La modernisation japonaise et ses ambiguïtés. Revenir au milieu du XIXe siècle apparaît indispensable dans la mesure où l'Asie, telle qu'elle deviendra acteur et objet de la guerre du Pacifique, commence à y prendre figure. De la Sibérie au Pacifique, de l'océan Indien à l'Asie du Sud-Est, les grandes puissances occidentales, plus particulièrement la Grande-Bretagne, la France, la Russie et les États-Unis, s'y taillent alors de vastes empires. Ce colonialisme invétéré bouleverse en profondeur le continent. Il assujettit des centaines de millions d'Asiatiques à l'Occident. Il ébranle durablement la Chine, qui finit par s'effondrer sur elle-même. Et il pousse le Japon à se battre pour non seulement conserver son indépendance, mais également pour se faire respecter en se modernisant de l'intérieur et en acquérant lui aussi sa place au soleil, sans toutefois commettre alors l'irréparable. Pour erratique qu'elle soit, l'expansion japonaise traduit l'ambivalence que nourrit le pays du soleil levant envers l'Occident, à la fois craint et admiré, et qu'il s'agit de rattraper sans renier ses racines. Un splendide isolement, intenable face aux impérialismes. Au XIXe siècle, l'Asie en général et le Japon en particulier ne peuvent plus échapper à l'expansion occidentale. Décennie après décennie, l'Europe s'y adjuge de gigantesques empires coloniaux. Les Pays-Bas possèdent déjà l'Indonésie, la Grande-Bretagne achève la conquête des Indes, étend sa souveraineté sur la Malaisie, Bornéo, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Ces 2 derniers pays deviendront au début du XXe siècle des dominions, États indépendants mais rattachés à la couronne britannique. La France n'est pas en reste, prenant pied aux Comores, à Madagascar, à Tahiti, en Nouvelle-Calédonie, puis en Indochine, rattachée au ministère des colonies en 1887. Unifiée en 1871, l'Allemagne recherche elle aussi sa place au soleil et fait main basse sur plusieurs archipels du Pacifique, entre le Japon et Hawaï. La Russie, de son côté, s'implante en Sibérie, convoite les îles Kouriles et Sakhaline. Une jeune nation, les États-Unis d'Amérique, n'est pas en reste. Avant même d'avoir achevé la conquête des terres continentales, certains Américains visent déjà le grand océan. Comme l'indique l'historien Jean Effer, l'expansion vers l'ouest, qui poussait la population à s'installer dans les plaines au-delà des Appalaches, balisait la route du futur et pointait vers le Pacifique. Il fallait donc prendre acte des forces profondes qui modelaient l'histoire humaine et poussaient les pions des États-Unis dans l'océan de l'avenir.
depuis la fin du XVIIIe siècle, en plus des missionnaires, des baleiniers américains écument le Pacifique, dont on s'est aperçu qu'ils constituaient une fabuleuse réserve de cétacés. Ces chasseurs cartographient l'océan, découvrent de nouvelles terres. Hawaï, un archipel situé à 3000 km des côtes californiennes et où ces baleiniers accostent en 1819, devient un centre névralgique de ce commerce. Ces forces désunies convergent sur la Chine. Première puissance mondiale jusqu'au XVIIIe siècle, elle est désormais fragilisée par une démographie galopante, un gouvernement affaibli, une bureaucratie fossilisée, des désordres religieux et des insurrections périphériques. La guerre de l'opium, qui l'oppose à la Grande-Bretagne de 1839 à 1842, se solde par la plus exemplaire des raclées. Selon le mot de Lord Palmerston, la puissance de feu des canonnières britanniques ne faisant qu'une bouchée des fortifications côtières chinoises. Une autre expédition militaire franco-britannique en 1860 conduit à la chute de Pékin et au sac du palais d'été par nos troupes. Vaincue, la Chine est aussitôt humiliée, contrainte dès 1842 de conclure une série de traités dits inégaux avec les Britanniques, mais aussi les Français, les Russes, les Américains, en attendant les Allemands. Elle doit ouvrir ses portes aux denrées occidentales qui bénéficient de facilités douanières, outre de concéder des enclaves territoriales aux puissances étrangères, notamment Hong Kong à l'Angleterre, et d'octroyer aux ressortissants occidentaux l'extraterritorialité, c'est-à-dire qu'ils n'auront à répondre de leurs infractions en territoire chinois que devant leurs juridictions nationales respectives. Violentée, la Chine s'ouvre à l'Occident, mais le maelstrom politique et social qui en résulte conduira à la chute de la monarchie au début du XXe siècle. Le Japon vit dans un splendide isolement depuis 2 siècles, sous l'égide de shogunat, une dictature militaire gouvernant au nom d'un empereur, le Tenno, réduit au statut d'autorité spirituelle. Va-t-il subir le même sort ? Autour de lui, les Européens se rapprochent, lui demandent de s'ouvrir à eux. En 1853, comme les baleiniers américains réclament de faire relâche dans l'archipel, à la fureur de leurs concurrents japonais, une flotte de guerre américaine fait irruption en baie de Tokyo. On dit alors Edo. Sous la menace, le shogunat en est réduit à signer à son tour des traités inégaux avec les puissances occidentales, identiques à ceux extorqués aux voisins chinois. Ce qui sauve alors l'indépendance nationale n'est autre que la rivalité de ses prédateurs. Comme aucun d'entre eux n'a intérêt à laisser l'un de ses concurrents s'adjuger un tel archipel, le Japon gagne un répit pour préserver les lambeaux de sa souveraineté. Du reste, les États-Unis, eux-mêmes empêtrés dans la guerre de sécession, 1861-1865, n'ont guère de temps à consacrer au Japon qu'ils n'ont pas l'intention de satelliser. Cependant, au sein de l'archipel, les concessions du shogunat aux barbares étrangers ont attisé une réaction patriotique et xénophobe, tandis que l'ouverture des ports au commerce étranger bouleverse l'économie. En 1868, 2 clans, Satsuma et Choshu, renversent le régime shogunal et lui substituent un nouvel État dominé par la figure du jeune empereur Meiji, autour de laquelle s'unirait une nation menacée de l'extérieur. Incarnation millénaire de la continuité nationale, seule la monarchie apparaît susceptible de légitimer les mesures que compte prendre la nouvelle caste au pouvoir, aux fins de sauver le Japon de l'appétit des puissances. Ces réformateurs établissent ainsi un régime à la fois conservateur et progressiste. À cette fin, ils s'emploient à créer l'illusion d'une tradition et de la transcendance portée par l'empereur, majesté divine et politique, faisant l'objet d'un catéchisme officiel, le Shinto d'État. Le monarque incarne le kokutai, concept fourre-tout et donc difficile à traduire, renvoyant à la fois à l'idée nationale ou à l'organisation du pays, à la politique nationale comme à l'essence nationale. Le trône, de par ses origines surnaturelles, de par sa continuité ininterrompue depuis l'aube des temps, se revendique à la fois comme la figure, l'âme, la mémoire,
la moelle épinière et la singularité de la nation japonaise. La mystique de l'Empire japonais le décrit comme un État-famille, une communauté de sang s'appuyant sur le culte des ancêtres et dont le trône est à la fois le sommet et la source. Le régime en appelle également à des valeurs confucéennes telles que la piété filiale, la fidélité, la loyauté, tant à l'égard du trône que du chef de famille. Exemple de ces manifestations, le portrait du monarque, présent dans les établissements publics et les navires de guerre, à préserver impérativement de la destruction et devant lequel, à partir de 1874, il faut se prosterner. En pratique, cependant, l'intéressé est réduit à un rôle symbolique. La réalité du pouvoir est détenue par ses conseillers, les oligarques, qui, à la suite du shogunat, prétendent désormais représenter sa volonté divine. Ce sont eux qui lancent le train des réformes pour convaincre les Occidentaux qu'ils n'ont pas affaire à une banale royauté indigène, mais à une nation capable de se hisser au même rang qu'eux. Ils mettent en place un État fort, centralisé, doté d'un budget national régulier, d'une législation fiscale harmonisée, puis, en 1889, d'une constitution, la première en Asie, laquelle pose les fondements d'un régime parlementaire. En quelques années, le Japon s'industrialise, met sur pied un vaste réseau d'infrastructures ferroviaires et maritimes, se dote d'un appareil militaire permanent à partir de la circonscription instaurée en 1873. Un pays riche, une armée forte. Fukoku Kyoei, tel est le slogan qui résume ces années de bouleversement. Le Japon se met également à l'école de l'Occident, qu'il s'agit de connaître pour mieux anticiper les actions. On fait appel à de nombreux spécialistes étrangers. On expédie également plusieurs étudiants japonais dans les principales puissances mondiales. L'appareil militaire, pour se limiter à son cas, se scinde en deux branches. Le clan Satsuma se lance dans la construction d'une puissante marine de guerre, avec l'aide des Britanniques et des Français, tandis que le clan Choshu s'attaque à la création d'une armée de terre, en s'inspirant des modèles français et prussiens. Cette scission sera toutefois à l'origine d'une persistante mésentente de ces deux forces militaires. On y reviendra. L'Occident fait aussi son entrée dans les débats d'idées qui agitent ce Japon en pleine métamorphose. Écrivains et philosophes étrangers sont traduits en japonais et nourrissent des aspirations libérales, déjà présentes dans la pensée politique nippone, ou racialistes. Quoique le Japon soit lui-même en butte au racisme blanc, il témoignera d'un sentiment de supériorité paternaliste et colonialiste à l'égard des frères jaunes. Progrès du libéralisme, désordres sociaux engendrés par les mutations économiques n'empêchent nullement, pour l'heure, de consacrer la prédominance des oligarques. Au demeurant, et pas plus qu'ailleurs, les premiers pas du parlementarisme n'interdisent nullement au Japon de participer à la curée coloniale de l'époque, bien au contraire. L'émergence du péril jaune. L'heure, en effet, est aux grands empires. Craignant d'être grignoté, comme la Chine, et soucieux de sa sécurité en cette époque de voracité impérialiste, le pays du soleil levant devient, à son tour, un prédateur. Il est vrai que, sur le plan intérieur, l'émergence d'une opposition libérale, à la suite de l'instauration d'un parlement, ne se traduit nullement par des appels à la modération diplomatique, mais au contraire par une effervescence nationaliste en lutte contre la persistance des traités inégaux. À la différence de l'Europe, qui s'étend en Afrique et en Asie, l'expansion reste régionale. Elle suppose d'abord de borner les frontières naturelles de l'archipel nippon en consolidant la souveraineté impériale sur les îles du Nord, Hokkaido, Sakhalin, Kuril, et du Sud, Ryukyu, incluant l'île vassale d'Okinawa, annexée en 1879. Une fois ce précaré aménagé, le Japon s'attaque progressivement à la périphérie de l'empire chinois moribond, essentiellement la Corée et Formose, Taïwan, pour acquérir leurs ressources et se constituer un glacis protecteur.
Le déclin de la Chine est à la fois occasion à saisir et source d'inquiétude. Il est essentiel, pour assurer la sécurité du pays, de neutraliser, sinon contrôler, ces régions proches de l'archipel avant l'Occident, notamment la Russie, qui depuis la Sibérie lorgne la péninsule coréenne pour accéder aux mers chaudes du Pacifique. Après tout, la Corée, comme l'a admis un officier allemand chargé d'instruire ses homologues japonais, est une dague au cœur du Japon. Quant à la Chine elle-même, les plus agressifs la décrivent comme un bœuf bien gras destiné au sacrifice, envoyé par le ciel à l'ensemble des petites nations pour satisfaire leur ventre. Cependant, l'expansion japonaise est lente, parce que prudente, dans la mesure où les oligarques ne tiennent pas à s'attirer les foudres des Occidentaux. Elle est également marquée par les débats intéressant le rapport du Japon au monde qui l'entoure. Faut-il, comme le clament certains, quitter l'Asie, rejoindre l'Occident, c'est-à-dire délaisser la barbarie pour embrasser le progrès, ou au contraire proclamer sa fierté d'être asiatique pour damer le pion aux Blancs? Se rallier à cette dernière option n'est pas synonyme d'anticolonialisme ou de modestie nationale. À côté de ceux qui promeuvent une alliance avec la Chine, l'on compte beaucoup d'adeptes d'un grand Japon qui, à l'égard des autres peuples jaunes, exercerait le rôle de grand frère. Toute la politique du Japon en Asie restera dominée par ces débats, y compris pendant la Seconde Guerre mondiale. En attendant, le contrôle de la Corée devient la pierre angulaire de la politique extérieure japonaise. Parce que la Chine, quoique affaiblie, s'y accroche obstinément, le Japon se résout à lui faire la guerre en 1894. La nouvelle armée nippone écrase son homologue chinoise sur terre et sur mer, si bien que l'Empire du Milieu demande grâce en 1895 et doit céder Formose ainsi que les îles Pescadores, outre de laisser le Japon renforcer son emprise sur la Corée. L'effervescence patriotique gagne l'archipel. Rares sont les Japonais qui, à l'instar du journaliste Ukimura Kanzo, vitupèrent cet acte de piraterie. Ce succès encourage le mépris à l'encontre des Chinois, vus comme ayant raté leur examen de passage à l'ère civilisée, ce qui justifiera les expansions ultérieures. Quoique la Russie, l'Allemagne et la France aient obligé le Japon à limiter sa victoire, ce dernier fait désormais partie du club des grandes puissances. Les traités inégaux sont abrogés l'un après l'autre jusqu'en 1911. En 1900, l'armée nippone participe à une expédition internationale dirigée contre l'insurrection des Boxers en Chine. En 1902, Tokyo et Londres concluent un traité d'alliance censé faire barrage à l'expansion de la Russie, tant au contrefort de l'Inde qu'en Chine, vers la Corée. Le Japon étend son influence politique, militaire, économique et culturelle en Chine, y établissant son propre empire informel. Mais ces agissements génèrent un cercle vicieux, car ils précipitent les convulsions de l'Empire du Milieu, qu'on n'hésite plus à surnommer l'homme malade de l'Asie. Le rythme des prédations occidentales sur ce pays s'en trouve accéléré, notamment l'avancée de la Russie en Mandchourie, qui les rapproche dangereusement de la Corée. À vouloir se protéger en édifiant son propre empire, le Japon risque la confrontation armée avec d'autres impérialismes, ce qu'il s'agissait initialement d'éviter. Fort de l'alliance avec la Grande-Bretagne, il prend le risque d'une confrontation avec la Russie. Dans la nuit du 8 février 1904, la marine impériale attaque, sans déclaration de guerre, l'escadre russe ancrée à Port-Arthur, dans la péninsule du Liaotong. La presse britannique applaudit ce coup d'audace qui préfigure Pearl Harbor, tandis que s'ouvre une guerre qui, par la boue et les tranchées, annonce 14-18. Au terme d'une campagne particulièrement sanglante et ruineuse, l'armée de terre japonaise finit par vaincre les Russes en Mandchourie, tandis que la marine impériale anéantit la flotte russe à Tsushima en mai 1905. Bien que le Japon soit déjà à bout de force et connaisse une réelle grogne sociale, la Russie, elle aussi affaiblie par une révolution intérieure, jette l'éponge. Par le traité de Portsmouth,
conclu le 5 septembre 1905 sous l'égide des États-Unis, Tokyo annexe la moitié sud de Sakhaline, acquiert des droits de pêche dans le Pacifique Nord et surtout obtient la concession de la portion sud du chemin de fer de l'Est chinois, ce qui lui donne accès au cœur de la Mandchourie. Pour garantir cette dernière prise, Tokyo recueille la péninsule du Liaotong, incluant Port Arthur, où stationnera désormais une armée, dite du Kwantung, du nom du territoire situé au sud de la péninsule. La Russie a beau conserver des intérêts dans cet espace et disposer de Vladivostok à sa guise, ne serait-ce que pour en faire une base d'opération, elle ne peut plus remettre en cause la suzeraineté du Japon sur la Corée. Tokyo n'a plus qu'à l'annexer, purement et simplement, en 1910. Comme à Taïwan, sa population est destinée à être assimilée. Le retentissement de la victoire japonaise est énorme, et ses implications décisives. Comme l'explique un Japonais à Jack London, qui fait office de correspondant de guerre, « Votre peuple ne croyait pas que nous étions capables de battre les Blancs. Eh bien maintenant nous avons battu les Blancs. » Moult cadres de l'armée de terre déduisent de cette guerre qu'une infanterie bien déterminée peut faire la différence sur le champ de bataille, tandis que leurs confrères de la marine retiendront que le sort de leur nation dépend moins de ses ressources que d'une bataille décisive sur le modèle de Tsushima, déductions qui parasiteront la pensée militaire nippone jusqu'en 1945. Dès cette époque, le Japon commence à faire peur. Ces victoires ont pris l'Occident de court. Les réactions sont diverses. Dans l'immédiat, on se rassure, on se réjouit. L'ours russe, jusqu'alors perçu à Londres et Washington comme l'ennemi principal en Asie, sera moins enclin à étendre ses pattes sur le continent après une telle rossée. Puis, peu à peu, on s'effraie. Le Japon n'irait-il pas trop loin ? Ces inquiétudes nourrissent une angoisse protéiforme, celle du péril jaune. Comme l'a montré Emmanuel Lauserand, c'est à cette époque que s'enracinent dans l'imaginaire occidental des préjugés appelés à durer. Les Asiatiques, et plus précisément les Japonais, ne seraient qu'une masse indifférenciée, cultivant l'esprit de groupe pour mieux nier l'individualité. Des petits bonshommes sophistiqués et sauvages, naïfs et rusés, fanatisés et sournois, imitant au lieu d'inventer. Bien des esprits occidentaux se prennent à redouter que d'innombrables fourmis jaunes, chinoises ou autres, pilotées par l'ingéniosité nippone, déferlent sur le monde. Ce scénario de cauchemar fait le succès de plusieurs écrivains, du capitaine Dandrit à H.G. Wells, en passant par Sax Rohmer et son diabolique docteur Fu Manchu. Anatole France remet les pendules à l'heure. Nous découvrons à cette heure le péril jaune. Il y a bien des années que les Asiatiques connaissent le péril blanc. Le péril jaune prend surtout les traits de l'immigré asiatique. L'ouverture de la Chine et du Japon au monde a engendré une vaste diaspora en quête d'un nouveau travail, d'une nouvelle vie. Ainsi, entre 1853 et 1914, près de 400 000 Chinois et de 200 000 Japonais s'établissent aux États-Unis. C'est beaucoup moins que l'immigration européenne sur la même période, 26 millions de personnes, mais pour les natifs, cela commence à faire beaucoup, voire trop. Cette main-d'œuvre ne risque-t-elle pas de concurrencer les Blancs sur le marché du travail, de souiller la race blanche, de constituer une cinquième colonne en cas de guerre avec l'Asie ? Dès la fin du XIXe siècle, l'Australie et les États-Unis se dotent de législations restreignant l'immigration d'origine asiatique. Ces accès de xénophobie enflamment l'opinion publique japonaise, quoique le Japon ne traite pas mieux les habitants de Corée et de Formose, ni les immigrants chinois sur son propre sol, soumis à des discriminations variables. Ils ternissent l'image des États-Unis, jusqu'alors vue comme une terre promise pour des Japonais accablés par leurs conditions de vie. Ils n'empêchent certes pas les gouvernements américains et japonais de se rapprocher pour définir un modus vivendi, au nom de la realpolitik, mais dévoile déjà une peur réciproque qui augure mal de l'avenir. Japon et États-Unis, une cohabitation nécessaire.
Entre-temps, l'Amérique révèle une attitude ambivalente à l'égard du Japon. Elle apprécie son ascension tant qu'elle contribue à équilibrer l'Asie. Mais la guerre russo-japonaise la conduit à redouter les agissements de Tokyo, ce qui l'amène à combiner gestes d'apaisement et réarmement. La politique américaine, garantir l'équilibre des forces en Asie. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, l'Amérique étend elle aussi son influence. À la colonisation pure et simple, qu'elle pratique cependant, elle préfère la conquête des marchés et des âmes. Dans le sillage des baleiniers, en effet, sont arrivés les missionnaires, protestants et les commerçants. Les premiers évangélisent avec succès Hawaï et la Micronésie, mais échouent à percer en Chine. Cette dernière, en revanche, hypnotise littéralement les seconds, attirés par ces centaines de millions de travailleurs et de consommateurs potentiels. À la suite de la guerre de sécession, les États-Unis réunifiés reprennent donc leur marche vers l'ouest à travers le Pacifique. En 1867, ils achètent l'Alaska à la Russie, qui juge cette terre peu propice à la colonisation et préfère, on l'a vu, s'insinuer vers les mers du Sud pour 7 millions de dollars. La même année, la marine de guerre américaine US Navy prend possession de l'atoll de Midway, ainsi baptisé parce qu'il se trouve à mi-chemin du Japon et des États-Unis. En 1878, elle établit une base navale aux îles Samoa. En 1882, Washington obtient de la Corée le droit d'y installer des missionnaires, d'y bâtir des chemins de fer et d'y exploiter des mines d'or. En 1898, l'archipel des Hawaï est annexé. La même année, les États-Unis agressent l'empire colonial espagnol, libérant ses colonies de Cuba, de Porto Rico et des Philippines, tout en se rendant maître de l'île de Guam au sud de l'archipel des Mariannes. Cette avancée ne va pas sans heurts ni revirements. Comme le Japon, la fin du XIXe siècle voit l'Amérique déchirée entre héros de l'impérialisme et partisans d'une politique plus isolationniste entre ceux pour qui l'achèvement de la conquête de l'Ouest oblige l'Amérique à accéder au marché extérieur, et ceux pour qui le marché intérieur est loin d'être épuisé. Entre ceux qui réclament qu'en ces temps colonialistes, les États-Unis aient au moins leur mot à dire, le cas échéant à coups de canon, et ceux qui répugnent à des aventures outre-mer coûteuses en dollars et vies humaines, entre ceux qui, à l'instar du missionnaire Josiah Strong, affirment que la compétition finale des races doit inciter l'Amérique, cette nation pionnière, cette race représentative, espérons-le, de la plus grande liberté, du christianisme le plus pur, de la plus haute civilisation, à évangéliser la planète en vertu de sa destinée manifeste, et ceux qui, soit n'éprouvent aucun intérêt à civiliser les habitants des contrées lointaines, alors qu'il y a tant à faire au pays, soit répugnent à laisser la nation incarnant le meilleur espoir du monde se compromettre en imitant les carnassiers étrangers, soit redoutent que l'expansion extérieure ne crée un terreau favorable au despotisme et au militarisme. Ces débats sur l'impérialisme imprègnent alors, et d'une certaine manière imprègnent encore, le rapport des États-Unis au monde. Mais à la différence du Japon, la plus grande stabilité du jeu politique américain, dominé par la quête du compromis, permet de contenir davantage les deux tendances. D'où une alternance parfois vertigineuse entre les poussées de fièvre et les chutes de tension. L'Amérique développe ainsi une puissante marine de guerre, le gros bâton, de manière à sécuriser sa ligne d'approvisionnement vers la Chine et à impressionner les autres grandes puissances, mais répugne à constituer une armée forte. Elle s'appuie aux Philippines sur une oligarchie à ses ordres plutôt que d'administrer directement l'archipel, non sans agresser les guérillas locales nourries de l'indépendantisme déçu, et ne tarde pas à privilégier le commerce à la guerre, le dollar au fusil, le droit des contrats à la force des baïonnettes. En témoigne l'attitude américaine à l'écart de la situation chinoise. Les États-Unis s'inquiètent du partage de la Chine en plusieurs zones d'influence assujetties aux Européens et au Japon.
Le vaste marché chinois risque de se transformer en une mosaïque d'enclaves fermées aux échanges internationaux, chacune d'entre elles apparaissant susceptible de servir de débouché exclusif à l'économie de sa puissance tutélaire. Pas question de tolérer un tel morcellement. À partir de 1899, les États-Unis promeuvent en Chine la politique de la porte ouverte. En d'autres termes, ils veilleront à ce qu'aucune grande puissance ne s'oppose au libre-échange en Chine, ce qui, concrètement, exclut tout protectionnisme, tout tarif douanier et portuaire préférentiel. La porte ouverte rassure les puissances étrangères, du moins celles solidement implantées en Chine, car elle garantit le statu quo. Les États-Unis comptent beaucoup sur le Japon pour veiller à son effectivité. L'ascension de l'archipel au rang de grande puissance, à leurs yeux, garantit l'équilibre des forces en Asie, notamment vis-à-vis de la Russie, seul gage de survie de leur diplomatie. Mieux encore, dans la première décennie du siècle, le Japon devient le premier partenaire commercial des États-Unis dans le Pacifique, devant la Chine et l'Asie du Sud-Est. Échanges inégaux. Les États-Unis exportent des produits manufacturés et des ressources indispensables à la révolution industrielle japonaise, comme le pétrole, tandis que le Japon écoule surtout des produits de base ou domine le textile, si bien que le second dépend davantage des premiers. Mais échange tout de même qui rapporte davantage que le marché chinois, difficile à pénétrer, et politiquement instable. Cependant, l'émergence de l'empire nippon n'est pas sans inquiéter l'Amérique, qui se sait impuissante à y faire barrage. La victoire de la marine impériale à Tsushima a prouvé aux responsables de l'US Navy que les vaisseaux du Soleil levant étaient performants, bien manœuvrés, et commandés par des stratèges de talent. À compter de 1906, à l'époque du péril jaune, ils perçoivent Tokyo comme la menace principale dans le Pacifique et s'attellent à la rédaction d'une série de plans de guerre baptisés Orange. En cas d'agression nippone, les Philippines devraient tenir le plus longtemps possible, en attendant l'arrivée des renforts, phase 1, sachant que l'US Navy devrait se dégager une voie d'accès à l'archipel japonais, phase 2, avant d'entamer le siège du Japon proprement dit, pour l'asphyxier et l'amener à se rendre, phase 3. Cependant, les premières versions du plan Orange ressemblent davantage à des déclarations d'intention qu'à une stratégie réaliste. Côté pile, elles sensibilisent les planificateurs américains aux contraintes logistiques d'une guerre dans le Pacifique. En outre, l'US Navy compte un atout de taille en 1914 avec l'ouverture du canal de Panama qui l'autorisera à transférer plus facilement ses vaisseaux de guerre de l'Atlantique au Pacifique, aux fins de réunir une grande flotte, capable d'envoyer par le fond la marine impériale. Enfin, dans les années 1910, l'Amérique transforme Pearl Harbor, dans les îles Hawaï, en vaste base navale, relais indispensable à une expédition militaire vers l'Asie. Côté face, les Américains conviennent rapidement que les Philippines, à peine pacifiées et dépourvues de fortifications, sont vulnérables à une invasion. Des jeux de guerre réalisés en 1908 attestent que les Japonais seraient en mesure d'y débarquer. En à peine une semaine, 100 000 soldats, et que leur déferlante serait irrésistible. Par ailleurs, des désaccords se font jour quant à l'exécution même du plan. Selon les uns, les adeptes du ticket direct pour Manille, il faut foncer à travers le Pacifique pour rallier au plus vite les Philippines et vaincre le Japon dans les meilleurs délais, car le peuple américain n'est pas prêt à supporter un conflit de longue durée. Selon les autres, les prudents, l'offensive maritime s'échelonnera en plusieurs étapes, de manière à acquérir quelques îles clés dans le Pacifique, base vitale pour revenir aux Philippines ou assiéger le Japon. Ces controverses permettront aux Américains de mieux penser la future guerre océanique du Pacifique. Mais pour l'heure, elles n'incitent guère à chercher querelle au Japon. Homer Lea, officier et écrivain proche des milieux révolutionnaires chinois, met en garde l'Amérique dans un ouvrage à succès paru en 1909, The Valor of Ignorance, la valeur de l'ignorance. Affronter les Japonais obligerait les États-Unis à se doter d'un puissant bras armé,
tant navale que terrestre, et à tenir solidement l'Alaska, Hawaï, Samoa et les Philippines, voire à se préparer à une invasion de la Californie. Or, en l'état, ces territoires sont malheureusement mal ou pas défendus. Aussi, les États-Unis se montrent-ils globalement apaisants. Après la conclusion du traité de Portsmouth, ils ne peuvent empêcher les Japonais de faire main basse sur la Corée, annexée en 1910, et de se partager la Mandchourie avec la Russie. Cynisme oblige. La chance des Américains est que Tokyo respecte, relativement, les règles du jeu. La prudence domine toujours sa politique étrangère. L'Empire s'agrandit, mais sans chercher querelle aux puissants. Un allié à encadrer. Au demeurant, les opportunités ne manquent pas. La Première Guerre mondiale, qui éclate en 1914, en est une, et de taille. Selon le mot de son premier ministre du moment, Okuma Shigenobu, le Japon tient même l'occasion du millénaire de faire valoir ses droits et intérêts en Asie. Conformément à ces traités, Tokyo s'engage contre l'Allemagne. Au prix de 2000 morts à peine, ses troupes fondent sur les possessions du Kaiser en Chine, presqu'île de Shantung, et dans le Pacifique, archipel des Mariannes, des Carolines, des Marshall. L'économie japonaise tire également profit de ce conflit. Non seulement le Japon devient-il un des principaux fournisseurs et créanciers de ses alliés européens, mais encore étend-il sa conquête des marchés asiatiques délaissés par le vieux continent. Les exportations grimpent, les usines entament leur révolution électrique, une puissante industrie lourde surgit de terre, les échanges commerciaux dopent les constructions navales, si bien que, comme le note Pierre-François Souiri, entre 1914 et 1919, le poids industriel du Japon est multiplié par 2, mais le volume de la flotte japonaise, lui, a été multiplié par 7. Ces nouveaux succès de l'Empire enflamment les milieux nationalistes au sein de l'archipel. Pourquoi ne pas pousser l'avantage jusqu'à accroître l'influence nippone sur la Chine elle-même ? Là encore, l'occasion semble favorable. En 1911, l'Empire chinois a été emporté par la Révolution. Ne tarde pas à lui succéder une dictature militaire déguisée en république. Tokyo, échaudé par les incidents xénophobes dont ont été victimes les immigrés asiatiques aux États-Unis et en Australie, connaît alors un renouveau de panasianisme et souhaiterait faire du nouvel État chinois un satellite. L'armée de terre impériale voudrait aller plus loin, à savoir lui arracher la Mandchourie pour la rattacher à la sphère d'influence japonaise. Ce coup de force avorte à la dernière minute, mais oblige le cabinet à durcir sa politique chinoise sans froisser les Occidentaux. Aussi tente-t-il, en 1915, d'instaurer un quasi-protectorat sur la Chine en lui adressant 21 demandes qui achèveraient de réduire sa souveraineté à une caricature. Cette fois, c'est allé trop loin. Les protestations chinoises, mais aussi la considérable émotion que suscite le procédé parmi les chancelleries occidentales, contraignent le Japon à faire machine arrière. Et puis, l'effondrement de la dictature militaire chinoise en 1916 fait éclater la Chine en une myriade de satrapies gouvernées par des seigneurs de la guerre, dont la souveraineté se mesure aux effectifs de leur régiment. Cette balkanisation prive Tokyo d'un interlocuteur unique, ce qui met fin à toute perspective d'alliance, fût-elle déséquilibrée, avec l'Empire du Milieu. Toutefois, une troisième opportunité ne tarde pas à se présenter. En 1917, la Russie est, à son tour, balayée par la Révolution et sombre dans la guerre civile. Le Japon exploite l'avantage et dépêche un corps expéditionnaire en Sibérie en 1918. Le cabinet, divisé, souhaite là encore modérer les ardeurs de l'appareil militaire, et après ces mésaventures chinoises, tient à s'assurer de l'appui des États-Unis, ne serait-ce que pour financer l'opération. Mais, mal comprise de l'opinion, le pouvoir peine à y trouver une justification cohérente,
De surcroît particulièrement coûteuse, l'expédition devient vite impopulaire. De leur côté, les États-Unis tentent de canaliser l'expansion japonaise. C'est que le Japon s'avère tantôt utile, tantôt préoccupant. Son implantation dans la centaine d'îles que compte la Micronésie ex-allemande permet à la marine impériale de barrer à l'Amérique la route des Philippines, ce qui oblige à refondre les plans orange. Par ailleurs, l'on assiste à une véritable course aux armements des deux côtés de l'océan. En effet, amiraux américains et japonais se rejoignent sur un point. Le sort des hostilités résultera d'une gigantesque bataille entre leurs flottes respectives, si bien qu'ils réclament de leurs parlements respectifs toujours plus de navires, de canons et d'équipages. De manière remarquable, les deux camps se fondent sur les théories d'un enseignant américain à poste à l'école de guerre navale, Alfred Thayer Mahan, plus précisément sur son œuvre maîtresse, The Influence of Sea Power Upon History, traduit en français en 1899 sous le titre « L'influence de la puissance maritime dans l'histoire ». Selon lui, en effet, la survie et même la suprématie des races insulaires résident dans la maîtrise des océans. En effet, ces dernières, pour peu qu'elles soient animées de l'esprit d'initiative et de commerce, et soient dotées des institutions adaptées à cet état, ne peuvent s'épanouir que par la conquête de débouchés au-delà des mers. Corollaire de cette expansion, il appartient aux dites nations de posséder des ports et de se munir d'une grande flotte de guerre, laquelle ne peut se mouvoir sans base navale extérieure. Quant au déroulement de la guerre, Mahan estime que la victoire appartiendra à celui qui écrasera la flotte de l'adversaire à coups de canon au cours d'une bataille décisive, sur le modèle de Trafalgar. On s'en doute, les écrits de Mahan, en cautionnant aussi idéalement l'impérialisme et les gros canons, ont rencontré un succès mondial, amenant chaque grande puissance à s'en réclamer, y compris le Japon, du moins ses amiraux. Dès lors, le budget alloué à la marine impériale sextuple de 1914 à 1921 grâce à l'intense lobbying de ses officiers. L'US Navy, pour sa part, se dote de 15 cuirassés modernes de 1914 à 1923, auxquels s'ajoute la mise en chantier de 12 navires de bataille encore plus lourds, 43 000 tonnes, à partir de 1919. Or, cet emballement des arsenaux devient vite insupportable. Les crédits alloués aux amiraux japonais représentent, en 1921, le tiers du budget de l'État japonais. Côté américain, ils grèvent la 10e des dépenses publiques. Et jusqu'où ira-t-on ? L'allié britannique souhaite davantage de tranquillité et préfère miser sur les États-Unis pour assurer la sécurité de son empire en Asie. Tokyo risque de se trouver isolé sur la scène internationale. Il faut s'y résoudre. L'heure est aux concessions réciproques et aux tables rondes. Un premier compromis, relativement informel, intervient le 2 novembre 1917, lorsque les États-Unis reconnaissent qu'une relation spéciale unit le Japon au territoire chinois longeant la Mandchourie, le tout sur le dos de la Chine, mais cette dernière est, il est vrai, privée de gouvernement central digne de ce nom. En 1918, ils autorisent même le Japon à intervenir en Sibérie pour lutter contre le bolchevisme. Mais à ces encouragements succède rapidement une tentative de remise en ordre. Le président démocrate Woodrow Wilson, en effet, tient à édifier un nouvel ordre international fondé sur la renonciation à la diplomatie secrète et aux accords bilatéraux au profit d'une sécurité collective conditionnée par la fin de la course aux armements et s'appuyant sur le respect de la parole donnée, le tout gravé dans le marbre des traités. C'est dans ce cadre que Wilson entend contenir l'expansion nippone, voire faire reculer celle-ci, une méthode que suivra plus tard Roosevelt vis-à-vis de l'Union soviétique. Première étape. Le traité de Versailles, conclu en 1919 pour réglementer la paix en Europe, au sortir de la défaite des puissances centrales. Belle consécration pour le Japon, ce dernier est invité à participer aux négociations. Pour monnayer son accord, Wilson lui concède la province du Shantung, arrachée par l'armée impériale aux Allemands en 1914. C'est, de nouveau, disposer du territoire des Chinois sans l'avis des principaux intéressés.
Toutefois, ce geste aura une portée incalculable sur l'avenir des relations internationales. Ulcérés par cette concession, qu'ils jugent ruineuse pour la politique de la porte ouverte, les adversaires de Wilson à Washington poussent le Sénat à refuser de ratifier le traité de Versailles. De la sorte, la nouvelle Société des Nations que Wilson entendait mettre sur pied pour réguler les affaires du monde se prive de ce qui aurait pu être son principal pilier, les États-Unis. Les successeurs républicains de Wilson ne renoncent tout de même pas à encadrer les relations internationales en général, et le Japon en particulier, par une succession de traités multilatéraux. Celui de Washington, conclu en 1922, vise ainsi à neutraliser les océans et à mettre un terme à toute course aux armements navals. C'est un parfait compromis qui cherche à sauvegarder les intérêts de chacun en rendant la guerre impossible. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Japon, la France et l'Italie, première puissance navale, s'engagent à ne pas construire de navires de guerre déplaçant plus de 10 000 tonnes et ne conservent les navires de ce tonnage qu'à hauteur de 525 000 tonnes pour les États-Unis et l'Angleterre, 315 000 tonnes pour le Japon, 175 000 pour la France et l'Italie. Le traité tient compte de l'apparition d'un nouveau modèle de navire lourd, le porte-avions. Aucun d'entre eux ne pourra déplacer plus de 27 000 tonnes, et les tonnages accordés aux différentes puissances restent limités à 135 000 tonnes pour les États-Unis et la Grande-Bretagne, 81 000 tonnes pour le Japon, 60 000 tonnes pour la France et l'Italie. Le traité ne se contente pas d'émousser le glaive, il s'attaque aussi au bouclier. Les États-Unis s'interdisent de fortifier leurs possessions dans le Pacifique occidental, à Guam et aux Philippines. En contrepartie, le Japon agit de même s'agissant des îles Bonin, Kuril, Ryukyu, Pescadores, mais aussi de Formose et de la Micronésie ex-allemande, qu'il est parvenu à conserver sous couvert d'un mandat de la Société des Nations. Flottes limitées dans leur puissance de feu et leur tonnage, impossibilité de bâtir des bases supplémentaires en Asie et dans le Pacifique, il y a là de quoi exclure toute possibilité d'agression sur cette partie du globe. Le Japon en sort même gagnant. Non seulement sa marine conserve-t-elle un tonnage plus que respectable, Américains et Britanniques doivent en effet se concentrer sur 2 océans au lieu d'un pour les Japonais. Et possède-t-elle littéralement la maîtrise des mers dans le Pacifique occidental, mais encore l'archipel se trouve-t-il à l'abri de toute offensive océanique américaine ou britannique. Les économies réalisées permettront, de surcroît, d'assainir les finances publiques. Les officiers de la marine impériale et de l'US Navy ont beau protester, on y reviendra. Le traité de Washington présente pour principal mérite de restaurer la confiance entre Tokyo et Washington. Le Japon, dès lors, s'engage dans la sécurité collective. La même année, il évacue la Sibérie et le Shantung et s'engage à respecter la porte ouverte. Selon le mot d'un homme d'État américain que nous serons amenés à recroiser, Henry Stimson, la relative modération dont témoigne le Japon les 10 années suivantes lui aurait fait mériter un certificat de bonne conduite. Au Japon, la démocratie manquait. En apparence, les années 1920 voient le Japon s'apaiser à l'extérieur et se démocratiser à l'intérieur. La réalité est plus inquiétante. Parlementarisme inabouti, fragilité économique, mutation sociale trop brutale ou mal prise en compte par l'État, déception causée par le modèle occidental, réaction identitaire et autoritaire où s'enracine le mécontentement de certains cercles de l'appareil militaire, témoignent d'une crise de la modernité et annoncent une dérive à l'échelle nationale propre à causer des dérapages extérieurs. Hantise du déclin et crispation identitaire. Si, à l'extérieur, le Japon privilégie l'apaisement, à l'intérieur, il connaît de nouvelles mutations susceptibles de le déstabiliser davantage. Tout d'abord, dès avant la Première Guerre mondiale, l'autorité se dilue, voire se délite. Les réformateurs de l'ère Meiji, en verrouillant le système décisionnel de l'intérieur, avaient eu le mérite de le stabiliser
et leur désaccord n'empêchait pas une solidarité de caste qui achevait de cimenter le régime. Or, cet équilibre est brisé par une équation biologique. Peu à peu, ces oligarques vieillissent et disparaissent, dont l'empereur Meiji lui-même en 1912, auquel succède un monarque atteint de déséquilibre mental, l'empereur Taisho. Ce faisant, il laisse progressivement la place à une nouvelle élite, tant au sein des partis parlementaires que de l'administration civile et militaire. Produit de l'université et des écoles militaires, cette génération obéit à ses mérites, mais ne possède pas la légitimité de ses prédécesseurs et se morcelle en plusieurs groupes décisionnels. De plus en plus, chaque institution politique prétend avoir son mot à dire, et au sein de chacune d'entre elles, plusieurs factions se disputent le droit de la diriger. Le phénomène appelle à davantage de compromis, mais incite certains de ses protagonistes à la surenchère. Il favorise aussi le parlementarisme et la montée des partis politiques, l'électorat offrant une légitimité de poids dans les luttes pour le pouvoir. Dans ce contexte, les années 1920 consacrent le règne des partis au Parlement, la Diète, et, par contre-coup, sur le cabinet. La démocratie paraît s'enraciner. En 1925, le Japon instaure le suffrage universel, réservé aux seuls hommes de plus de 25 ans. Le culte voué à l'empereur devient moins contraignant. La presse poursuit son ascension. Les villes commencent à se doter de cinéma, les foyers de poste de radio. 1 million de postes de TSF sont vendus en 1931. On s'habille de plus en plus à l'occidental, ce qui vaut également pour les femmes, dont les plus indépendantes sont baptisées Moga, pour Modern Girls. Les apparences sont cependant trompeuses, du moins partiellement. L'ascension des partis n'est pas le signe d'une meilleure prise en compte des aspirations populaires. Ces organisations restent incapables d'attirer les masses, car elles préfèrent cultiver leurs liens avec l'élite. La base militante ne compte pratiquement pour rien dans la ligne définie par la direction. De même, les responsables de ces mouvements ne dédaignent pas le soutien pécuniaire des cartels qui dominent l'économie japonaise, les zaibatsu. L'incapacité du cabinet à formuler des explications cohérentes pour justifier l'expédition militaire de Sibérie en 1918-1922, de même que les scandales financiers qui entachent la réputation des partis, ne sont que les symptômes d'un mal plus profond. La crise de représentativité que connaît alors le Japon. À ce malaise politique se grève un malaise social, né des transformations radicales de l'économie sur fond de boom lié à la Grande Guerre. De 1910 à 1930, plus de 4 millions de Japonais quittent la campagne pour s'établir en ville. Or, la fin des hostilités en Europe enraye cette croissance économique ininterrompue, avec alternance brutale d'inflation et de déflation, ce qui accentue les inégalités, tant chez les ouvriers que dans la paysannerie. Les conflits sociaux se multiplient, le syndicalisme progresse, sans toutefois devenir aussi puissant que dans les pays occidentaux. De même que de nouvelles idéologies en isme, socialisme, anarchisme, puis, après 1917, communisme. L'économie a beau se remettre dans les années 1920, elle connaît une nouvelle crise financière en 1927, en attendant l'année terrible de 1929. Enfin, l'empire colonial japonais est, comme ses homologues européens, traversé de multiples tensions. Les colonisés, en effet, commencent partout à émettre des revendications, certains osant jusqu'à réclamer l'indépendance. En Corée, des rassemblements patriotiques sont impitoyablement écrasés en 1919. Mais Tokyo est bien forcé d'assouplir son emprise, car au sein même de l'archipel, la colonisation se voit contestée. Certains commencent à douter que l'assimilation des Coréens et des Taïwanais soit du domaine des possibilités et sont scandalisés par la répression exercée à leur encontre. D'autres soutiennent que les colonies coûtent plus qu'elles ne rapportent. D'autres, enfin, affirment que le colonialisme n'est plus de saison, que l'indépendance est inéluctable. Ces problématiques effraient le régime, qui, pour parlementaire qu'il soit, reste dominé par le conservatisme. En 1925,
Il promulgue une loi de préservation de la paix qui cible implicitement les mouvements de gauche puisqu'elle prohibe toute activité tendant à remettre en cause le système impérial et la propriété privée. De facto, le Parti communiste, en vérité un groupuscule de quelques centaines de membres, est interdit. Pourtant, les partis prolétariens connaissent une audience croissante, si bien que des concessions s'imposent. En 1922 est instauré un système d'assurance maladie pour les ouvriers. Dans les usines, les patrons ne se contentent pas de recruter des briseurs de grève, ils promeuvent également le coopérationnisme pour faire pièce aux syndicats, en fidélisant leurs salariés par l'instauration d'un système de mutuelles et de gratification qui n'a depuis cessé d'être raffiné. Par ailleurs, l'adhésion aux valeurs occidentales rencontre par endroits une sourde hostilité. C'est que l'Amérique à laquelle rêvent les jeunes en quête de modernité n'est pas uniquement perçue comme le royaume des gratte-ciel et de la société d'abondance, du jazz et des robes courtes, ce qui choque les âmes bien nées. Elle est aussi incarnée par les bonnets blancs du Ku Klux Klan, les dérives de l'affaire Sacco-Vanzetti, le renforcement de la législation anti-jaune. Chez les adeptes de l'occidentalisation, la déception est rude, comme le relatera un acteur japonais. Cette Amérique que nous envions, que nous désirions, que nous adorions, cette Amérique nous a repoussés sans ménagement, nous a montré qu'elle nous détestait, qu'elle était anti-japonaise. Alors que le monde extérieur reste perçu comme inamical, certaines couches de la population japonaise sont gagnées par une peur de l'avenir, éprouvent une hantise du déclin. Le Japon est passé de 33 millions d'âmes en 1872 à plus de 64 millions en 1930, sans compter 25 millions de Coréens et de Taïwanais. Et l'on prévoit 68 millions d'habitants en 1945, 109 millions en 1965. Le pays ne serait-il pas victime de surpopulation ? L'industrialisation accélérée, loin de rassurer, alimente tout autant l'anxiété. Le Japon n'est-il pas menacé d'une servitude accrue au commerce extérieur ? Quand sera-t-il alors de son indépendance, patiemment défendue, chèrement gagnée ? L'effondrement des marchés boursiers en 1929 accouche d'un cataclysme économique mondial. S'il est vrai que l'économie japonaise s'en remettra bien plus vite que ses concurrentes, elle n'est pas épargnée par l'effet de souffle. Ses partenaires commerciaux, dont les États-Unis, abaissent des barrières protectionnistes pour limiter la concurrence étrangère sur leurs propres débouchés intérieurs. Pareil procédé passe mal au Japon, y compris parmi les milieux libéraux. Divers courants commencent ou recommencent à professer l'instauration d'une communauté régionale en Asie, sous l'égide du Japon, de manière à lui offrir un vaste marché continental. Mais les méthodes pour y parvenir divergent, par la force, par l'aide au développement. Ces transformations, ces crises, ces incertitudes, ces malaises, ces tensions, ces déceptions, ces inquiétudes et ces revendications suscitent inévitablement des crispations identitaires, invitent au repli sur soi, engendrent la violence, en écrit ou en acte. Un Premier ministre particulièrement compétent, Hara Takashi, est assassiné le 4 novembre 1921 par un extrémiste de droite. Un mois auparavant, le chef du Zaibatsu, Yasuda, avait subi le même sort. Le grand tremblement de terre qui dévaste la région de Tokyo en 1923 est suivi de pogroms anti-coréens qui auraient causé plusieurs milliers de morts. Le fascisme, écrivait Romain Gary dans Éducation européenne, est une façon de haïr. La haine s'insinue dans le discours public. Pullulent des sociétés secrètes affichant un ultranationalisme exacerbé, d'où émergent les figures de Kitaiki, Okawa Shumei, Mitsukawa Kametaro, Yasuoka Masahasu, Inoue Akira. Par leurs discours et leurs écrits, ces derniers, au-delà de certains désaccords, se font les chantres d'un coup d'État qui liquiderait le régime des partis pour rétablir le lien entre la nation et l'empereur. Dans cette nouvelle restauration impériale, où se confondent socialisme, nationalisme, voire antisémitisme, et qu'il est tentant de rapprocher des tendances fascistes qui se manifestent au même moment en Europe, le Japon repartirait à la conquête,
ou à la libération, selon les points de vue, de l'Asie, quitte à se heurter à l'impérialisme américain. Or, un tel bouillonnement intellectuel séduit certains officiers, tant de l'armée de terre que de la marine, exaspérés par la réduction sensible des crédits octroyés à l'appareil militaire, synonyme à leurs yeux d'apaisement national. Une armée en pleine mutation. L'appareil militaire a une apparence. Des généraux arc-boutés sur leurs privilèges, conservateurs d'instinct, nationalistes de tradition. Il a aussi une réalité. Parmi la masse des suiveurs, des officiers partisans ambitieux et fanatiques, aurait dit De Gaulle, des jeunes gens en colère, sensibles au vent du changement, et cherchant à le domestiquer pour entraîner le Japon vers leur propre idéal de la modernité. Et pour cause, car quand s'achèvent les années 1920, l'armée japonaise est en crise de légitimité, crise doctrinale. Certes, elle pèse encore dans les institutions, car la constitution Meiji garantit non seulement l'existence du commandement militaire, mais aussi son indépendance vis-à-vis du cabinet. Elle peut aussi se targuer d'avoir marqué de son empreinte l'histoire contemporaine du pays, puisque, comme à l'étranger, la conscription a tissé des liens entre elle, la nation et l'Empire. En des termes qui vont susciter l'admiration des généraux français, le rescrit impérial de 1882, que chaque conscrit doit mémoriser, rappelle fermement les principes du Kokutai pour exiger en retour loyauté, obéissance, bravoure, sens du devoir et sobriété. Le cas échéant à l'aide d'une discipline de fer. Enfin, les guerres de conquête sur le continent asiatique ont trempé l'outil dans le sang, placé les porteurs d'uniformes au cœur de l'expansion. La disparition progressive des oligarques a poussé l'appareil militaire à vouloir s'y substituer, au moins en partie. Pourtant, l'indépendance que la constitution Meiji leur attribue vis-à-vis du pouvoir politique n'est pas un sens unique. En contrepartie, les militaires sont théoriquement exclus du jeu politique et ne sauraient s'en mêler. En pratique, ils prétendent y jouer un rôle en tant que gardiens de la politique nationale. Mais eux-mêmes se divisent. Entre l'armée de terre et la marine, qui se disputent les crédits militaires, au sein de chaque branche entre le ministère qui la représente, ministère de la guerre et de la marine, et l'état-major qui la dirige, sans parler des mésententes factionnelles qui lézardent ces entités administratives. Cette zizanie constante, jusqu'alors, a permis au cabinet de faire primer ses vues, y compris dans la politique chinoise, comme on l'a vu. Les années 1920 semblent mettre en retrait les militaires. Les coûteux fiascos de l'intervention en Sibérie en 1918-1922 les a provisoirement discrédités. D'ailleurs, l'adhésion du Japon au système de Washington, en gelant les zones d'influence en Asie et dans le Pacifique, ôte tout intérêt au maintien d'une armée forte. De 42% du budget de l'État en 1922, les crédits militaires n'en représentent plus que le quart 3 ans plus tard. Et alors que l'armée de terre revendique 21 divisions en temps de paix, ce chiffre tombe en 17 en 1925. Sans parler de la marine, bridée par le traité international de 1922. Et puis les conscrits ont changé. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.